Donc en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les tumeurs, les glioblastomes chez l'enfant, c'était des tumeurs qu'on appelle épigénétiques, c'est-à-dire que ce n'est pas les anomalies génétiques en elles-mêmes qui créent vraiment le problème, c'est plus une anomalie de repliement de l'ADN, donc ce qu'on appelle l'épigénétique, qui va complètement désorganiser le fonctionnement de la cellule et provoquer cette activation anormale de voies de prolifération, de migration, etc. Je m'appelle Marie Casté, je suis directrice de recherche à l'INSERM et je m'occupe aussi de l'équipe mort cellulaire et cancer pédiatrique au Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Donc dans mon équipe, en fait, on travaille sur deux types de cancers, les sarcomes et puis également les tumeurs cérébrales et plus particulièrement les gliomes pédiatriques. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord de modéliser ces tumeurs, c'est-à-dire de développer des outils qui nous permettent vraiment de reproduire les caractéristiques des tumeurs telles qu'elles existent chez les patients, pour ensuite comprendre la biologie de ces tumeurs et identifier notamment les mécanismes de résistance au traitement. Ce qu'on fait notamment, c'est de développer des modèles qu'on appelle organoïdes, c'est-à-dire qu'on prend un petit bout de la biopsie au moment du diagnostic ou de la rechute des patients et on a travaillé sur les conditions de culture qui sont nécessaires et suffisantes pour que ces petits fragments de biopsie se remettent à pousser dans nos boîtes de culture et créent des petites sphères qui vont reproduire exactement les caractéristiques des tumeurs telles qu'elles existaient chez les patients. Et du coup, on a des outils qui sont extrêmement performants parce qu'on va pouvoir caractériser les différentes populations de cellules au sein de ces organoïdes et essayer d'identifier les populations qui sont les plus résistantes au traitement. Et on va ensuite transposer ces résultats chez les patients pour identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques qui pourront être appliquées aux jeunes patients. Nous, ce qui nous intéresse notamment, c'est de bloquer deux types de cellules, enfin de cibler plus exactement deux types de populations de cellules tumorales. La première qu'on cherche à cibler, c'est évidemment les populations résistantes au traitement, c'est-à-dire celles qui ne vont pas être éliminées par les thérapies classiques, la radiothérapie ou les chimiothérapies. Ça, c'est évidemment le premier problème. Mais on va aussi s'intéresser à un autre type de population cellulaire agressive, qui sont les populations invasives, c'est-à-dire celles qui vont être capables de se disséminer dans le cerveau, de migrer dans l'organisme, parce que le problème de ces populations de cellules, c'est qu'en fait, elles ne sont pas accessibles à la radiothérapie. Comme la radiothérapie, c'est un traitement qui est focalisé, qu'on fait seulement dans un point particulier du cerveau, là où il y a la tumeur primaire, eh bien, toutes les cellules qui s'échappent de la tumeur primaire, elles ne sont pas accessibles à la radiothérapie. Donc, ce qu'on essaye aussi de faire grâce à nos modèles organoïdes, c'est de comprendre les caractéristiques de ces cellules invasives pour essayer de trouver des thérapies qui soient spécifiques de cette population cellulaire-là. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les glioblastomes de l'enfant et de l'adolescent, ce n'étaient pas les mêmes que ceux de l'adulte. Ils ont une biologie qui est vraiment particulière, notamment ceux de la ligne médiane. En fait, chez les adultes, on trouve des mutations qui vont activer différentes voies de signalisation qui vont notamment aboutir à l'hyperprolifération des cellules tumorales, alors que chez les enfants et les jeunes, on va trouver des mutations très particulières dans ce qu'on appelle des histones. C'est des protéines en fait, qui servent à impacter l'ADN, c'est-à-dire à le replier ou au contraire à le déplier. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans les glioblastomes de l'enfant, eh bien, c'est ces histones-là qui étaient mutés, les gènes qui codent ces histones sont mutés, et ces anomalies-là, elles vont induire un repliement anormal de l'ADN, et en l'occurrence, l'ADN va être déroulé de manière très excessive et très anormale. Et il faut imaginer que l'ADN, c'est comme un livre. Normalement, il y a des pages fermées et des pages ouvertes, et seules les pages ouvertes peuvent être lues par la cellule. Et en fait, les mutations de ces histones, en induisant un déroulement de l'ADN, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont ouvrir toutes les pages du livre, et la cellule va avoir accès à toutes les informations qui sont dans ce livre, donc dans l'ADN, et c'est ça qui va déclencher la prolifération anormale, la capacité à migrer, la résistance à la mort cellulaire. Donc en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les tumeurs, les glioblastomes chez l'enfant, c'était des tumeurs qu'on appelle épigénétiques, c'est-à-dire que ce n'est pas les anomalies génétiques en elles-mêmes qui créent vraiment le problème, c'est plus une anomalie de repliement de l'ADN, donc ce qu'on appelle l'épigénétique, qui va complètement désorganiser le fonctionnement de la cellule et provoquer cette activation anormale de voies de prolifération, de migration, etc. Et ça complique beaucoup le travail des cliniciens, parce que surtout chez les enfants, on ne peut pas faire de la radiothérapie partout dans le corps, parce que c'est beaucoup trop agressif, et ce serait même mortel pour les enfants et les jeunes patients. Donc on est obligé de faire de la radiothérapie focalisée. Le problème, c'est que comme ces tumeurs sont très infiltrantes et se disséminent très facilement, eh bien, toutes ces cellules-là échappent
aux thérapies et à la radiothérapie. Après, c'est vrai qu'on espère aussi, dans un futur proche, arriver à se passer de la radiothérapie, notamment pour les enfants, parce qu'on sait qu'il y a des séquelles à long terme qui sont dues à l'utilisation de rayons sur un cerveau en développement. React for Kids, c'est un réseau qui a été lancé en 2019 avec l'idée de réunir tous les acteurs, tous les scientifiques qui travaillaient en recherche fondamentale et translationnelle sur les cancers des enfants et des jeunes. L'idée, elle était vraiment très simple, c'était de nous permettre de mieux nous connaître pour identifier les expertises et les outils qui sont disponibles dans les laboratoires de chacun, de manière à les mutualiser et puis à établir entre nous des synergies, des collaborations qui nous permettent d'accélérer contre ces cancers. Et on a décidé de créer un événement qui s'appelle Une nuit pour 2500 voix, l'idée étant de porter la voix des 2500 enfants et jeunes qui sont diagnostiqués chaque année. C'est-à-dire d'informer le grand public sur ces maladies qui sont encore trop peu connues, qui restent aussi tabous, qui font peur, parce que quand on colle les mots cancer et enfant, eh bien, ça fait peur, ça fait fuir. C'est au contraire en se mettant tous ensemble qu'on va arriver à faire reculer les cancers. Et puis avec l'idée aussi, au moment de cette journée, de montrer aux jeunes patients et aux familles qu'on est là, qu'on est mobilisé avec eux et que tout l'écosystème se mobilise, les associations, le grand public, mais aussi les chercheurs et les cliniciens. On est mobilisés, on ne lâche rien, on fait tout notre possible pour accélérer et en tout cas, on est en flux tendu pour essayer de trouver des nouvelles solutions. Et si chacun fait un petit peu, si chacun fait un petit don, si chacun participe à une action de sensibilisation, eh ben, c'est aussi un pas qu'on fait en plus vers une solution contre ces maladies. Et puis à tous mes collègues, je veux dire qu'il faut qu'on continue à avancer ensemble parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on fera reculer ces cancers-là.